Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure éco, toujours avec Gilles Ravoux, maître de conférence à Paris 8 Saint-Denis. Nous sommes toujours dans la magnifique maison de l'Île-de-France, de la Cité internationale universitaire de Paris. Merci encore à eux et je vous invite à venir parce qu'il y a une superbe exposition photographique dans ces lieux. Oui. Cette semaine, l'actu est très chargée. Oui. On va parler du coup de gueule de Bernard Arnault en réaction à la surtaxe pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 3 milliards d'euros. Idéal pour pousser à la délocalisation, a déclaré le patron de LVMH, qui se fait d'ailleurs aussi l'écho des inquiétudes de pas mal de patrons. Alors, Oui. est-ce que c'est justifié ou pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce coup de gueule des grands patrons? Ont-ils raison? On va se poser la question avec Gilles. On va parler de la santé insolente de l'Espagne, dont le chiffre de croissance avoisine les 3%. Mm. C'est quoi la recette des Espagnols? C'est quoi la différence avec nous? C'est pas la même langue, Benjamin. C'est pour ça. Et on finira, comme chaque semaine, avec nos infos insolites, si j'ose dire, en tout cas, ce qui nous a inspiré dans l'actualité économique et peut-être auquel vous avez Et échappé. aujourd'hui, je finis avec une note d'espoir. Ah, Ouais. Donc- Donc, vrai. donc surtout patienter. C'est ça, restez jusqu'à la fin. Alors, on commence avec le coup de gueule de Bernard Arnault, le patron de LVMH, pointe du doigt le contraste entre les États-Unis, où nous dit-il, la fiscalité des entreprises baisse, alors que chez nous, le signal, eh bien, c'est l'adoption récente d'une surtaxe pour les groupes, notamment qui réalisent plus de 3 milliards d'euros, un pouce à la délocalisation, nous dit-il. Alors, pourquoi ce coup de sang maintenant de Bernard Arnault, encore une fois, qui se fait l'écho des inquiétudes de Florent Menegaux, le patron de Michelin, Ouais. celui de Bouygues, celui d'EDF, celui Dassault. de Total, de Dassault. Bref, on sent des coups de sang du patronat, alors, du grand patronat. Oui, très grand patron. Pourquoi maintenant? Voilà. Sachant que cette surtaxe, encore une fois, il ne semble pas la découvrir, puisqu'elle était déjà dans les tuyaux, dans les papiers, si je veux dire, dès la rentrée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a l'élément conjoncturel, c'est la discussion du budget, dont on va voir dans les prochains jours s'il est adopté ou pas. L'idée, effectivement, c'est d'accroître évidemment les recettes de l'État avec cette proposition, qui n'a pas encore été adoptée, surtout si le budget n'est pas voté, évidemment, qui consisterait à augmenter le taux d'imposition sur les sociétés pour les entreprises qui réaliseraient plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de ventes en France. Donc ça en concerne très peu, et ça concerne effectivement notamment des immenses groupes comme le fameux groupe LVMH, de Louis Vuitton Moet Hennessy, qui regroupe les champagnes, les spiritueux, la mode, le luxe de Bernard Arnault. Alors, Donc ça, c'est l'élément conjoncturel, c'est l'élément déclencheur et- de cet énervement patronal. Et les éléments structurels, c'est qu'on a, dans le contexte de la mondialisation, on a effectivement une dérive des coûts de production, de l'ensemble des coûts de production en Europe, à la fois par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine et à l'Asie. Et donc, c'est le patron de Michelin qui l'a le mieux expliqué Florent Menegaux, lors d'une audition au Sénat concernant l'avenir et les difficultés de l'industrie automobile. Et donc là, quelques chiffres, je vous en donne le moins possible, mais quand même, il faut en donner quelques-uns. Il nous disait en 2000, les coûts de production en Asie, mettons que c'était 100. 2019. Non, en 2000. Ah, 2000. En oui. 2000. En 2000, c'était 100. Mais tu as tout à fait raison, Benjamin, parce que c'est resté à 100 en Asie. Ouais. Donc c'est vrai tous les ans. Donc en 2000, c'est 100 en Asie. C'était 130 en Europe. Et donc là, il nous dit, c'est compliqué, mais 130, on peut être compétitif. Et il nous dit maintenant, en 2024, c'est resté à 100 en Asie, mais c'est passé à 190. Ça coûte 2 fois plus cher. Ça coûte 2 fois plus cher, au fond, nous dit Florent Menegaux, de fabriquer en Europe que fabriquer en Asie. C'est Et ça. ce qui est intéressant avec l'audition de Florent Menegaux, je vous invite à aller regarder effectivement l'audition Oui. du Sénat, elle est sur, Ouais. sur Internet, c'est qu'il parle de son entreprise Michelin qui est Oui. présente, implantée dans différents endroits du monde. Donc, il ne compare pas des choux et des carottes, il compare Exactement. vraiment C'est ça. la fabrication d'un pneu, C'est ça. aussi bien en Asie qu'en Europe, aux États-Unis, etc. Voilà. Et donc, Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, le pneumatique, c'est une industrie qui est mondialisée depuis très longtemps et qui est très, très concentrée. C'est-à-dire qu'il y avait en fait 3 acteurs majeurs qui se partageaient l'essentiel du marché mondial. C'est donc le français Michelin, le japonais Bridgestone et l'américain Goodyear. Et donc, ils fabriquaient en Asie, mais c'était pour eux-mêmes. Et là, maintenant, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a maintenant 200 équipementiers asiatiques qui sont apparus donc ces 20 dernières années, parce qu'ils sont plus compétitifs. Donc, je reprends tes éléments. Donc, dégradation de notre compétitivité. Oui. Florent Menegaux, alors, il ne s'agit pas de prendre que Florent Menegaux, mais, Non. Non, mais c'est un très bon exemple. Voilà, les patrons parlent aussi, pointent du doigt une dégradation alors, de la compétitivité, une dégradation énergétique. C'est-à-dire, Ouais, en fait, c'est ça. qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que
pour fabriquer, parce que là aussi, Medeco prend l'exemple de la fabrication des pneus qui demande beaucoup d'énergie. C'est une industrie très consommatrice d'énergie. Ouais. Or, nous dit-il, là encore une fois, l'énergie n'est pas si bon marché en Europe qu'on le dit. Eh bien, elle l'était et elle ne l'est plus. Alors, si on reprend mes chiffres là, de base 100, ce qu'il faut dire, c'est que les coûts de production ont aussi beaucoup augmenté aux États-Unis, puisqu'il nous dit aux États-Unis, c'est à peu près 170. Ouais. Donc, ce qui est en fait, d'un côté anormal, c'est l'absence d'augmentation des coûts en Asie, du fait, évidemment, des conditions sociales et environnementales de production dans ces pays. Maintenant, si on revient à l'Europe, l'extrême difficulté de l'ensemble de l'industrie européenne, c'est qu'effectivement, il y a 3 coûts majeurs de production qui sont plus élevés maintenant en Europe qu'aux États-Unis. C'est effectivement l'énergie, c'est les salaires et c'est la fiscalité. Et on pourrait même rajouter maintenant les taux d'intérêt qui ont aussi augmenté. Donc, problème de compétitivité, problème énergétique, problème, nous dit notamment le patron de Boeing, problème réglementaire. Oui. Il cite notamment le rapport Draghi, la simplification des règles européennes s'impose, nous dit-il. Quand l'Union européenne édicte 13 000 actes entre 2019 et 2024, il y en a 5 000 aux États-Unis. C'est 3 fois plus. Là aussi, est-ce que ça lui donne raison? Est-ce qu'il y a bien aussi un problème réglementaire? En fait, je pense qu'il faut prendre un peu de perspective. Donc là, effectivement, ce n'est pas du tout moi qui fais le pessimiste. C'est un constat qui est partagé par l'ensemble des économistes de toutes obédiences que je lis depuis des années. Dans le contexte actuel, l'industrie européenne est condamnée. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle est condamnée? C'est parce qu'on redécouvre quelque chose d'assez évident, c'est que ça n'est pas possible de garder un modèle social, écologique, plus développé que tous les autres acteurs de la planète. Dans un univers libre concurrentiel. De libre-échange total. Tout le monde le comprend. On est forcément, effectivement, ça coûte plus cher de produire parce que ces coûts supplémentaires, c'est notre retraite, c'est notre éducation gratuite, c'est notre santé gratuite. Et alors, c'est quoi la conclusion? Et effectivement, et donc ce qui explique, pour revenir au début de ton excellente question sur Bernard Arnault, ce qui explique le coût de sang, c'est que non seulement nous, on pratique le libre-échange, mais plus personne ne le pratique. Et donc, on était déjà, en fait, en difficulté. On était en grande difficulté. Mais en plus, maintenant que les Chinois, évidemment, continuent à verrouiller leur marché, que les États-Unis imposent des droits de douane de plus en plus élevés, nous sommes, en fait, d'un strict point de vue économique, nous sommes les moins efficaces de la planète dans notre production. Si on définit l'efficacité comme le résultat par rapport au coût de production, on est les moins efficaces. Et on laisse rentrer, on continue à laisser rentrer tous les produits dans l'Union européenne, alors que le reste du monde se ferme à nous. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on veut conserver notre modèle tel qu'il est, il va falloir changer les règles du jeu, notamment la moindre des choses, et déjà, revenir à quoi, des règles protectionnistes déjà, la moindre des choses, ça serait de se mettre à niveau par rapport aux autres. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, je l'avais dit la dernière fois, c'est quand on nous parle de retour de protectionnisme sur Trump, moi, évidemment, ça m'agace, parce que le protectionnisme américain a toujours existé. Et toutes les entreprises françaises savent bon courage pour exporter en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une grosse erreur intellectuelle qui m'énerve, tu le sens dans mon petit énervement, parce que j'aimerais bien... Le coup de sang de Bernard Arnault, le coup de sang de Gilles Ravaud. C'est ça. Je peux dire, trembler. AULT, Gilles Ravaud, AULT comme Bernard Arnault, presque le même compte en banque. Non mais, le modèle de développement, qu'est-ce que c'est? C'est je protège mon marché et je bénéficie de l'ouverture du marché des autres. C'est le Royaume-Uni au 19e siècle, première puissance industrielle de l'histoire de l'humanité. Les Anglais interdisaient, les ouvriers anglais n'avaient pas le droit de travailler en France. Ils n'avaient pas le droit de bouger parce qu'on allait piquer leur savoir-faire. Ensuite, les Allemands à la fin du 19e siècle. Ensuite, les États-Unis. Ensuite, on en a parlé la dernière fois, le Japon. Comment le Japon se développe dans les années 80? Tous les exportateurs français disaient c'est impossible d'exporter au Japon. Il y a plein de normes. Le marché est verrouillé. Il y a des pratiques culturelles. Mais le Japon bénéficie de l'ouverture de l'Europe et des États-Unis. La Chine, je verrouille mon marché, je contrôle ma monnaie, en plus je contrôle ma population, il n'y a pas de démocratie, j'exporte en Europe aux États-Unis. Donc c'est insupportable. Non mais c'est vraiment insupportable. Cette légende qui voudrait que le libre-échange amène le développement. Non, jamais. La règle, c'est le développement des échanges amène le développement parce que j'accède au marché des autres à condition, moi, de protéger mon industrie. Voilà. On a bien compris, donc c'est la fin, il faut
siffler la fin de la candeur européenne, si je comprends bien. Moi, je voulais juste interroger sur, on a entendu encore une fois ces prises de parole assez rares finalement, un tir groupé, si j'ose dire, du grand patronat français, au regard quand même malgré tout des résultats qu'ils obtiennent pour leur propre groupe, qui ne sont pas mauvais, des bénéfices qui sont assez substantiels. Première chose. Deuxième chose, on oublie à chaque fois, enfin on oublie, je ne sais pas si on oublie, mais de rappeler quand même aussi des aides, on parle du crédit impôt recherche sans doute, mais dont ils bénéficient. Et donc, je voudrais juste rapprocher ces chiffres-là, c'est-à-dire le coup de gueule et les aides dont ils bénéficient. Est-ce qu'au fond, c'est des enfants gâtés aussi qui, peut-être… Non. Donc là, autre énervement, et histoire que je bascule définitivement dans le camp de la droite… C'est une palénédie, c'est un revirement. C'est ça. Tu viens de… Non, mais il y a un chiffre insupportable qui est notamment propagé, je le dis, par ma chère collègue Anne-Laure Delatte, qui consiste à dire qu'il y aurait 200 milliards d'aides aux entreprises en France. Mais pourquoi il y a autant d'aides? Parce que la fiscalité est très élevée. Donc il y a un moment, il va quand même falloir que dans notre pays, on accepte de regarder la réalité, ce que trop peu de gens font. Et donc en comparaison internationale, ce qui compte pour les entreprises, c'est quoi? C'est évidemment la différence impôt moins subvention, les fameux 200 milliards d'aides. Oui, ces 200 milliards d'aides existent, mais quand on fait impôt moins subvention, le fait est que les entreprises en France, non pas les entreprises françaises, j'insiste là-dessus, les entreprises qui sont situées en France sont nettement plus taxées que dans l'ensemble de l'Union européenne. Mais encore une fois, ce que je veux dire par ailleurs, c'est que là aussi, pour que tout le monde en ait pour son grade, Emmanuel Macron, il fait ce constat en 2017, d'accord? C'est le centre de sa politique économique qui dit on est plus cher que les autres, donc j'ai baissé la fiscalité, suppression de l'ISF, baisse de la fiscalité sur les dividendes, baisse de l'impôt sur les sociétés. Ça n'a pas marché, ça n'a pas du tout marché. C'est qu'effectivement, il y a eu 2 millions d'emplois créés en France depuis 7 ans. Quand on fait les comparaisons internationales, il n'y a aucune exception française dans la baisse du chômage. En fait, le facteur, le facteur majeur, je ne veux pas développer, c'était la baisse des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne. Non, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a essayé la baisse de la fiscalité. Il y a une très forte baisse de la fiscalité sous Emmanuel Macron, 50, 60 milliards d'euros par an. Le résultat, c'est l'énorme dette qu'on a aujourd'hui, sans réindustrialisation, sans gain de compétitivité. Parce qu'en fait, le hurlement de Bernard Arnault, le hurlement du patron de Michelin, c'est aussi une critique d'Emmanuel Macron. C'est de dire, au bout de 7 ans d'énormes politiques économiques, je suis encore moins compétitif qu'avant. Donc, ce que ça nous démontre, une bonne fois pour toutes, c'est que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible pour la France de persister dans la mondialisation, ni dans l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, et de préserver non seulement notre modèle social, mais même l'emploi. On va passer au sujet suivant, parce que la France est en mauvaise posture, en tout cas nous disent les grands patrons. L'Espagne, en revanche, affiche des taux de croissance assez insolents. C'est ça. Plus de 3,2%, je vais y arriver, 4 fois plus rapide quand même que la moyenne européenne. Alors quand je cherche des explications, je dis dans Le Monde que c'est tiré par le secteur du tourisme, qui a connu un record, soutien du plan de relance européen, immigration, 40% des 500 000 emplois créés en fait sont occupés par des étrangers. Donc je me dis, bon, ça ressemble un petit peu ça ressemble à la France. Pourquoi la France ne tire-t-elle pas son épingle du jeu comme l'Espagne en fait? Donc l'Espagne, ça serait la France plus la paella, quoi. C'est ça, ça serait l'idée. Je te laisse. Énorme. Donc là, évidemment, on va basculer en espagnol parce que toi, comme moi, on est assez quand même fluent dans toutes les langues qui existent. Donc l'Espagne, résultat économique sidérant. Donc 3% de croissance du PIB l'an dernier, l'année d'avant aussi. Dans la zone euro, ces 2 dernières années, il faut quand même mesurer, la croissance moyenne du PIB, c'est 0,5%. Ces 2 dernières années. Donc 3% d'un côté, 0,5% de l'autre. Énorme écart. Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que l'Espagne a encaissé plus que d'autres le Covid, avec une chute du PIB espagnol en 2020 de 11%. Pourquoi? Parce que économie dépendante du tourisme, fin du transport aérien. Donc voilà, donc ils ont plus rebondi parce qu'ils partaient de plus bas. Ils ont plus baissé en 2020 que nous, mais ils ont très largement récupéré leurs pertes, beaucoup plus que nous. Donc effectivement, facteur structurel, le rebond énorme du tourisme international depuis le Covid, première chose. Deuxième chose, le plan de relance de l'Union européenne, dont ils bénéficient plus que nous. Mais aussi une meilleure politique économique du gouvernement, qui notamment a protégé mieux qu'en France, contrairement à ce que nous disait Bruno Le Maire, le pouvoir d'achat des Espagnols, avec notamment une très forte maîtrise des loyers, une baisse de certains coûts, ça c'est très intelligent, je pense que c'est l'avenir,
une baisse du coût des transports en commun avec des transports gratuits, des transports beaucoup moins chers pour alléger, évidemment, on se rappelle que la très grande crise inflationniste, on disait c'est la voiture, le pétrole, ça me coûte trop cher. Et bien oui, mais si les transports en commun sont moins chers, là ça marche. Et tu crois que ça peut jouer ça? Et ça marche énormément parce que la très grande différence entre l'Espagne et la France, c'est la consommation des ménages qui a fortement augmenté pour 2 raisons. C'est que d'une part, il y a une politique redistributive intelligente de la part du gouvernement espagnol qui a taxé, quand il y a eu les fameux débats sur les super-profits en France, eux, ils l'ont fait, avec une taxation, là c'est très intéressant. Ils ont taxé les super-profits des énergéticiens, mais aussi, comme on l'a expliqué tout à l'heure, quand il y a cette très forte augmentation du prix d'électricité, les producteurs verts d'électricité se sont gavés. Donc en fait, ils ont taxé tous les énergéticiens, les vendeurs de pétrole, les vendeurs d'électricité solaire, les vendeurs d'électricité photovoltaïque. Donc ça a permis là aussi de redistribuer. Et sur le plan un tout petit peu théorique, il me semble que ça, ce point est très important. Il est développé par un article d'une jeune économiste allemande qui s'appelle Isabella Weber, dont j'ai peut-être déjà parlé, que j'adore. Et elle explique dans un article que j'ai posté sur mon blog, et on mettra le lien en dessous de la vidéo, je l'ai traduit et posté en intégralité, elle explique que ce qu'ont fait les Espagnols et ce qu'ont aussi fait le gouvernement mexicain, c'est de reprendre politiquement une partie du pouvoir de marché des entreprises. Parce que on se rappelle, en France, on a beaucoup râlé quand il y a eu l'explosion des marges dans l'agroalimentaire. Cette explosion des marges, à quoi était-elle due? C'est qu'on avait des grands groupes. Et quand tu as des grands groupes, tu peux augmenter. Moi, j'ai beaucoup souffert, par exemple, de l'augmentation du prix de Crackers Monaco, qui a pris 30%. Et vu la part que ça représente dans mon budget, c'est pas négligeable. Pourquoi est-ce que Belin peut faire ça? Parce qu'en fait, quand tu rentres dans un supermarché en France, il y a des milliers de marques alimentaires. Mais en fait, il y a 3 groupes. Donc en fait, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que c'est tous les mêmes entreprises. Et cet énorme pouvoir de marché des entreprises leur permet d'augmenter leurs prix, et c'est comme ça que les marges ont explosé. Quelle est la solution à ça? À long terme, c'est plus de concurrence, mais on n'y arrive pas. Au contraire, la concentration du pouvoir économique ne cesse d'augmenter, ce que dénoncent plein d'économistes. Donc, la seule solution, qui est une solution tout à fait conforme à la théorie économique libérale, c'est la fiscalité. C'est de dire, il n'y a pas de concurrence, donc vous avez des rentes, donc vous avez des super profits, et bien moi, comme État, je vais prélever par la fiscalité et redistribuer. Et c'est ce qu'ont fait les Espagnols. C'est ce que le gouvernement espagnol a fait mieux que nous. Et par ailleurs, il a justement... Pourquoi on l'a pas fait, nous parce qu'on n'est pas aussi intelligente que los españoles. Et sinon, non, parce que Bruno Le Maire nous disait quand même que malgré tout, qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un super profit. C'est ça. Mais bon, Bruno Le Maire, il y a beaucoup de choses qu'il ne savait pas, malheureusement pour nous. Et là, maintenant, il coule non, mais sérieusement, des jours heureux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. En France, nous étions confrontés au même phénomène que ce que tu viens de décrire. Donc pourquoi encore, si je reprends le fil de mon raisonnement en étant sérieux, effectivement, Emmanuel Macron en fait, était coincé. Parce que toute sa politique économique, c'était de dire je baisse la fiscalité sur les entreprises. Et là où il a raison, c'est que cette baisse de fiscalité sur les entreprises, et là je redonne raison aux très très méchants grands patrons, qui sont effectivement très méchants parce qu'ils sont très grands, c'est que cette baisse de la fiscalité n'est efficace que si elle est durable. Et donc il s'est dit, si je réaugmente même de façon exceptionnelle, les profits, je vais envoyer un message contradictoire par rapport à ce qui constitue le cœur de ma politique économique. Donc là, effectivement, il était coincé, mais il l'a payé justement, c'est ce qu'explique Isabella Weber, il l'a payé politiquement parce que les gens avaient besoin que politiquement, l'État mette le haut-là sur les gavages des grands groupes post-Covid. Ça se rappelle notamment, par exemple, des groupes pharmaceutiques. Donc là, il a fait une énorme erreur politique et économique qu'a moins fait le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez. Espagne où par ailleurs, il n'y a pas de budget voté non plus depuis 2 ans. Ils ont beaucoup de mal aussi à avoir une majorité politique, très juste. Mais ça n'empêche pas que ça se porte mieux. Pour finir sur l'Espagne, tu l'as dit, effectivement, ils vont moins mal que nous. Après, il faut se calmer. Le taux de chômage, il reste à 10%. Et les emplois créés, effectivement, ces dernières années liés au tourisme, qu'est-ce que c'est les emplois liés au tourisme? Des très mauvais emplois. C'est des emplois de serveuses, c'est des emplois dans les hôtelleries, la restauration. Et donc, la productivité espagnole chute. Ils font appel à des immigrés pour bien mal les payer, comme on aime toujours bien faire. Je le répète, il y avait 500 000 la moitié d'entre eux ont été occupés par des étrangers. Effectivement, c'est des emplois plutôt peu qualifiés. Comme toujours, évidemment, il faut travailler. La réalité est toujours nuancée. C'est toujours le petit problème pour... Voilà, c'est le dernier point, dernier chiffre. En Espagne, l'année dernière, malgré tout, une hausse des salaires de 4%. D'accord. Parce que donc, effectivement, quand il y a de décroissance, les entreprises ont plus de mal à recruter, donc ça porte l'hausse de salaire. Donc, hausse des salaires en Espagne très supérieure à la nôtre. Message adressé au gouvernement Bayrou. Si on veut être fidèle à notre double quart d'heure, tout à fait. C'est à ce que tu as le chronomètre. Oui. Ne ment pas. On finit par nos infos insolites. Je ne sais pas si c'est le terme qui convient cette semaine. En revanche, il y a la note de la Direction générale des finances publiques qui dit qu'entre 2003 et 2022, le revenu annuel des foyers français les plus aisés a plus que doublé.
Tu voulais parler de cette note Oui. qui te surprend, qui t'informe de ce qu'on subodorait, parce qu'il y a pas mal de notes de l'Institut Montaigne notamment qui allaient dans le même sens. Bah, ce qui était rigolo, c'est de voir ce que c'est Bercy. Bercy, en général, s'intéresse assez peu aux questions d'inégalité. Il y a beaucoup de centres de recherche sur les inégalités. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont sorti ça. Donc là, c'est une source très, très fiable parce qu'ils ont utilisé de façon anonymisée, évidemment, rassurez-vous les riches, les déclarations d'impôts. Donc là, c'est juste la meilleure source, en tout cas ce qui concerne l'économie légale que tu puisses avoir. Et donc, ils montrent ils prennent le 1 millième de foyers les plus riches de France, les 40 000. C'est ça, 40 000 foyers. Les 40 000 familles les plus riches du pays. Et ils montrent que leurs revenus, au cours des 20 dernières années, ont en gros doublé, alors que dans le reste de la population… C'est 40%. Ça, 46%. Non, c'est plutôt 10-15%. J'avais lu, Ouais, d'accord. non, Ouais. non, parce que là, on parle, c'est hors inflation. Donc, d'accord. Non, effectivement, ça… Et tu t'interroges sur l'opportunité de la sortie de cette note, c'est ça? Non, je ne m'interroge pas. C'est-à-dire qu'évidemment, ils l'ont sorti juste au moment, là aussi, au moment des discussions budgétaires, en disant que, là aussi, si on était, mais personne ne l'est, c'est ce que disait toujours Bernard Maris, si on était conforme à la théorie économique libérale, là encore, c'est des super salaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la spéculation sur le marché financier, c'est des gens qui travaillent, c'est des artistes, c'est des sportifs, parce que, comme le monde est incroyablement riche, aujourd'hui, dès que tu réussis dans n'importe quel domaine, tu vends directement ou indirectement dans le monde entier, soit parce qu'on t'achète tes œuvres, soit parce que tu as des contrats de sponsoring, plus évidemment les revenus financiers. Donc, ce monde des super riches qui travaillent, ou qui au moins indirectement travaillent, il va très très bien, mais là aussi, c'est des revenus supérieurs à ceux de la concurrence, et donc il y a une très grande logique économique à les taxer. Et l'autre aspect très important sur lequel insiste la note, c'est que le taux moyen de taxation de ces gens, que j'ai oublié, mais vous irez voir la note, ce taux moyen de taxation, il a baissé. Et donc là, on a une impasse démocratique, c'est que tu ne peux jamais… Et comment expliquer qu'il est baissé? Parce qu'ils ont justement bénéficié notamment des baisses d'impôts du camarade Macron. Moi, c'est un coup de gueule cette semaine, le coup de gueule sur le coup de frein budgétaire sur le pass culturel dans sa version collective. Ça a été décidé à la hâte. Incroyable. Et voilà. Et donc, tous les établissements scolaires qui avaient programmé des sorties théâtrales, mais même les compagnies théâtrales qui misaient sur, quand même, malgré tout, ce budget scolaire se retrouvent effectivement… du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Sans rien du tout. Un peu ardos. Ouais. Et donc, c'est vrai que… Hyper violent. C'est assez curieux, comme on parle de quelques millions de… c'est des dizaines de millions d'euros. En tout cas, ce coup de frein budgétaire est assez comment dire… incompréhensible. Ouais. Pouvoir scandaleux. Toi, tu voulais finir par une note positive. Oui, parce que j'en ai marre de ton pessimisme permanent, Benjamin. Et donc… Il te reste une minute. Je pense que je suis encore à peu près à 4 grammes d'alcool, puisque j'ai passé 3 jours dans les Hautes-Pyrénées à l'invitation… D'où cette mine incroyable. Voilà, exactement. C'est vrai que j'avais les pieds dans la gadoue, pas plus tard qu'avant-hier matin, dans une extraordinaire ferme biologique qui ne respecte pas les normes de production. Alors, j'ai appris… Alors, attends, tu digression terrible alors que tu fais 5 minutes. Attention. Pas de digression. Non, mais j'ai appris qu'effectivement, on peut ne pas respecter certaines normes vétérinaires si on déclare à la direction de la qualité de la consommation et des fraudes qu'on a une petite production pour un espace local. Donc, ça montre que… Donc, autosuffisance, celui-là. Non, mais que c'est un gars qui vend en direct ou une fois sur le marché par semaine. Et à partir du moment où tu as un volume de production qui est petit et que ton cercle de production, je crois que c'est 60 ou 70 km autour de la ferme, tu échappes à tout un tas de normes. Donc, il y a malgré tout de l'intelligence parfois dans la réglementation française. Et surtout, j'ai été invité donc par ces gens extraordinaires. Et le nom, je pense, Faire France, pourrait être mon nom de mon futur programme présidentiel, Faire France. C'est du lait de producteurs d'excellente qualité. Vous trouvez ça évidemment dans tout le pays. Et donc, c'est les éleveurs eux-mêmes qui font les animations dans les supermarchés, qui s'organisent. C'est la même chose que c'est qui le patron. Et c'est pas du tout la même chose que c'est qui le patron, parce que c'est qui le patron, c'est un commercial malin qui est un commercial qui est un pur intermédiaire, alors que là, c'est aucun intermédiaire. Non, mais c'est-à-dire que l'entreprise a été créée et entièrement dirigée par des éleveurs, des gens qui, donc contrairement à toi et moi, qui voient des animaux tous les jours. Ils font tout eux-mêmes. Ça dépend de quels animaux tu parles. C'est vrai. L'intégralité du montant payé pour cette brique est versée à… C'est ça. C'est vraiment une entreprise de producteurs. Et ça se trouve exclusivement où il fallait dans le sud-ouest, ou on peut le trouver… C'est mieux, évidemment, de toute façon générale d'aller dans le sud-ouest. Non, on le trouve dans tout le pays. Donc, les amis, Faire France. Et je pense que c'est un très joli programme politique. Bon, et ben voilà, on finit sur cette note-là. Non, on ne finit pas sur cette note-là, parce qu'on finit, on a dit,
Parce que Francesco. Ah oui, c'est très juste. Voilà. Merci encore une fois à la Maison de l'Île-de-France de la Cité internationale universitaire de Paris qui nous accueille. Et donc, il y a cette exposition de Guillaume Bourdely sur des photos. Il a parcouru l'Amérique latine, Voilà, c'est ça. l'Amérique du Sud. Et donc, il a Des rapporté paysages extraordinaires. que vous pouvez venir. Vous voyez un peu admirer. derrière nous, c'est ça. Venez, venez. Et la Cité internationale est trop belle en ce moment avec le soleil. Venez vous dégourdir et peut-être croiser quelques petits animaux. Et des économistes, on ne sait jamais, Ça, qui se baladent. Je ne sais pas si c'est souhaitable. En liberté. Et donc voilà pour le double quart d'heure éco, Voilà, puisqu'on va l'appeler comme c'est ça ça. désormais. C'est ça. Puisqu'on a, Toujours cette générosité, certaine quoi. gourmandise, on va dire. Voilà, c'est ça. Merci à vous de nous avoir suivis et bien sûr à la semaine prochaine. Et juste, voilà, Pour un nouveau n'oubliez pas, numéro. on met D'abord, je réponds aux commentaires. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas. Parce que Vraiment, n'hésitez pas, parce Ouais. qu'on aime discuter avec les autres êtres humains. Et Benjamin fait un énorme travail de rédaction du texte sous la vidéo, avec tout un tas de petits liens qui vous permettront d'approfondir vos connaissances gratuitement et dans la joie. Et faites-nous des propositions éventuellement de sujets C'est à ça. traiter sur le plan économique. Voilà. Donc merci à vous et merci à toi, Gilles. Merci énormément, les amis.